Huitième vidéo sur les 10 vidéos du chapitre 6. Dans cette vidéo, nous allons parler des moteurs de stockage. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, pour rappel, vous avez ici sous les yeux le principe de fonctionnement d'un système de gestion de base de données relationnelle, SGBDR, où vous avez les 5 modules, donc l'API qui reçoit les requêtes SQL et qui renvoie les résultats à l'application consommatrice. Vous avez le parseur en second plan qui va décortiquer les requêtes SQL. Si la requête n'est pas bonne, on vous renvoie un message d'erreur. Si elle est bonne, en vérifiant évidemment avec l'aide du schéma, va forwarder cette requête au compilateur qui lui va essayer d'optimiser la requête et pondre un plan de requête qui sera envoyé au moteur de traitement. Moteur de traitement qui va exécuter ce plan de requête en accédant aux données, accès rendu possible par le moteur de stockage. Et donc le moteur de stockage, il fait plusieurs choses. Ce moteur de stockage, il va structurer les données sur le support de stockage, que ce soit un support de stockage type disque dur SSD, voire RAM. Hein. Donc il va structurer les données. Ça paraît pas important vu comme ça, mais en fait si. Vous avez sûrement déjà vu dans d'autres cours, d'une structure de données à l'autre, en fonction du use case, on peut obtenir des performances bonnes ou mauvaises. Donc la manière dont les données sont structurées sur le support de stockage, ça peut avoir un impact sur votre use case, qui fait que, en fonction de votre use case, qui fait que en fonction de cet use case, vous allez peut-être préférer un moteur de stockage par rapport à un autre, peut-être uniquement sur base de cette caractéristique au niveau de comment ce moteur va structurer les données sur le support de stockage. Donc ça a vraiment un impact plus important que ce qu'on pense. Alors, chose qui est visible dans la doc des moteurs de stockage, c'est les types d'index qui sont mis à disposition, qui peuvent avoir évidemment également un impact sur les performances à l'utilisation, mais également l'espace consommé, enfin voilà, ça a aussi un impact, mais on néglige souvent les structures de données qui a un impact quasi aussi important, voire des fois plus que les index disponibles. Ensuite, de nouveau plus fonctionnel, c'est les différents types de données que vous pouvez utiliser. Voilà, des moteurs qui ne supportent pas les données spatiales, et il y en a d'autres qui les supportent, par exemple, pour faire un système géographique. Alors, dans le moteur de stockage interviennent, et donc ça c'est souvent également en lien avec les index, les algorithmes qui sont implémentés pour accéder aux données. Donc ça fait partie intégrante du moteur de stockage et ça dépend évidemment beaucoup des structures de données utilisées pour ce moteur de stockage. Ensuite, l'autre particularité très importante, c'est le moteur de stockage fournit ou pas des mécanismes transactionnels. Voilà, c'est le moteur de stockage qui fait que votre système va pouvoir ou non supporter les transactions. Et il y a également la tolérance aux pannes, par exemple. Ça fait aussi partie des spécificités du moteur transactionnel. Est-ce qu'il est possible de faire du sharding? Ça fait aussi partie des spécificités du moteur de stockage. Les systèmes de gestion de base de données propose souvent un seul moteur de stockage, donc ils ont été développés sur une seule façon de faire. Alors j'ai spécifié ici dans les calques en natif, parce que il y a des fois des options qui permettent de modifier ce moteur, ou des plugins, des fois officiels ou officieux. Donc si je prends l'exemple de PostgreSQL, il a un moteur de stockage, et il y a moyen de lui ajouter des variantes avec des plugins de la communauté, mais nativement, il était fait pour un seul moteur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais SQL et MariaDB, eux, ils proposent au DBA, donc au Database Administrator, de choisir leur moteur de stockage par table. Donc, pour chacune des tables du système, on peut choisir un moteur de stockage qui peut donc être différent pour chacune des tables.
Et ça ça peut être intéressant. Et même au sein d'une même requête, hein. Donc vous faites par exemple une requête de jointure, et il y a une table qui utilise un moteur X et l'autre table un moteur Z, bah ça va fonctionner. La jointure va opérer et vous allez avoir vos résultats. Alors je dis ça va fonctionner, je dis pas que c'est conseillé ou efficace, hein. Donc c'est juste que fonctionnellement ça va pas cracher, quoi. C'est pas toujours conseillé de faire ça, mais on en reparlera plus tard. Alors, au niveau des moteurs de stockage, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a les moteurs transactionnels, qui supportent l'acidité des transactions, donc c'est les moteurs plus sécures, il y a la tolérance aux pannes. Si on envoie une transaction avec un lot de 3 de requêtes, la troisième passe pas, on peut faire un rollback pour annuler les transactions. On en a parlé précédemment. Et il y a les moteurs non transactionnels. Là, si ça se crache, tant pis pour vous, quoi, hein. Si ça se trouve, il y a une partie de la BD qui est plus lisible. Si vous vouliez faire 3 requêtes et la troisième crash, tant pis, les deux autres sont passés. Votre base est peut-être dans un état incohérent. Voilà. Donc ça, c'est les moteurs non transactionnels à vos risques et périls. Par contre, l'avantage de ça, souvent, ils sont, en tout cas en théorie, ils sont censés être plus rapides parce qu'il y a moins de mécanismes de verrou à mettre en œuvre dès qu'on fait différentes opérations sur la base de données. Donc, on peut scinder les familles de moteurs de stockage en ces deux catégories. Alors, avec MySQL et MariaDB, donc ceux qui n'aiment pas trop ces produits prétendent que si ces produits proposent un choix de moteur de stockage, c'est qu'ils n'ont pas été capables, donc ceux qui ont développé MySQL et MariaDB, de nous fournir un moteur de stockage qui va correctement. Un moteur de stockage qui propose suffisamment de fonctionnalités que pour pouvoir être utilisé dans tous les cas, à l'instar du moteur de stockage de PostgreSQL qui se défend assez bien dans de nombreux use cases. Attention, pas tous, mais de nombreux use cases. Alors, les détracteurs, ce qu'ils nous disent, c'est pas faux, mais voilà, un moteur qui est parfait dans toutes les conditions, ça n'existe pas, hein. Donc, il n'y a personne qui nous pond un produit qui marche bien pour tous les use cases. Voilà, au moins, avec MySQL et MariaDB, vous avez cette fonctionnalité qui est native de pouvoir changer de moteur de stockage. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce cours n'est pas une pub pour MySQL ou MariaDB. C'est parce que voilà, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus d'expérience. Mais c'est pas pour ça que j'estime que ce sont les meilleurs. Loin du contraire, chaque use case son système, quoi. Voilà. Mais je vais passer un peu de temps à présenter les moteurs de stockage de MySQL et de MariaDB. Ce qui va, pour votre culture générale, permettre d'avoir un petit peu plus clair dans ces choix qui sont proposés. Et deux, ça permet aussi de voir certaines notions un peu plus généralistes qui peuvent se retrouver dans les autres systèmes, les systèmes concurrents, et qui permettent aussi pour vous, en fonction de votre use case, potentiellement de faire un choix sur base de ces spécificités. Donc, ce sera la suite de ce sous-chapitre. Commençons notre tour des moteurs de stockage de l'écosystème MySQL MariaDB par le moteur MyISAM. Donc c'est le moteur historique de ces deux systèmes. Alors vous voyez, il y a le petit logo Oracle que j'ai mis ici en dessous du nom du moteur, parce que comme vous le savez sûrement, MySQL a été racheté par Sun, qui lui-même a été racheté par Oracle il y a déjà quelques années. Et du coup, le moteur de stockage MyISAM étant le moteur de base de MySQL, il appartient à Oracle. Donc il y a d'autres SGBD qui l'utilisent comme MariaDB, mais la propriété intellectuelle de ce moteur, c'est Oracle. Alors, MyISAM, c'est un moteur non transactionnel. Donc, voilà, s'il y a une panne, c'est possible que vos données soient plus correctes. Donc, il faut faire gaffe à ça, pas de support des transactions. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc c'était le moteur de prédilection de MySQL. Ce n'est plus le moteur par défaut quand vous installez les dernières éditions.
mais c'est pas pour ça que ce moteur est obsolète, il est toujours d'actualité, il est toujours maintenu, il y a toujours des évolutions, car il a des cas d'utilisation qui lui sont favorables. Alors, au niveau des avantages de ce moteur, alors j'ai mis ici qui supportait l'indexation full text. C'était un avantage jusqu'à quelques années. Maintenant, depuis un petit temps, ces moteurs concurrents le supportent aussi. Mais lui, à la base, il a vraiment été fait pour apporter cette fonctionnalité. On en reparlera un petit peu plus tard dans le chapitre suivant, qu'est-ce que l'indexation full text. Mais pour vous en dire un petit mot vite fait comme ça, c'est ce qui permet d'accélérer les recherches de texte, vous en doutez. Mais avec un index conventionnel, on va classer, on va accélérer une recherche des débuts d'attributs. Donc le prénom, la première lettre du prénom, on va faire un tri alphabétique. Tandis qu'avec l'index full text, nous n'allons pas trier le début des chaînes de caractères, nous allons essayer de faire un classement des mots qui se retrouvent un petit peu partout dans les textes et faire un genre de dictionnaire. Ah tiens, je recherche, je ne sais pas moi, banane, je recherche le mot banane et je vais, grâce à cet index, trouver tous les textes dans lesquels il y a le mot banane, pas que les textes qui commencent par le mot banane. C'est ça la différence entre un index conventionnel et un index full text. Donc, fonctionnalité très utilisée pour les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un avantage de MySQL. Alors, quand on veut faire du data mining, quand on veut faire un peu de la fouille de données, quand on veut insérer un gros paquet de données d'un coup, tout seul dans son coin, j'insiste sur ce point-là, MyXAM peut être intéressant parce que comme il n'est pas transactionnel, vous voulez créer un gros paquet de données dans votre machine pour pouvoir faire du requêtage, faire un peu de fouille de données. MyXAM c'est plutôt pas mal parce qu'il sera plutôt rapide dans ce contexte, alors qu'un moteur transactionnel, comme il va vous mettre plein de verrous dans les dents, il va ralentir toute cette phase d'insertion. Avec MyXAM ça va aller beaucoup plus vite. Donc ce qui peut être pratique pour faire du data mining, on va faire une ingestion de données d'un coup, et puis les données on va plus y accéder qu'en lecture. Dans ce cas-là, MyXAM est peut-être à conseiller. En tout cas, si vous êtes dans l'écosystème MySQL MariaDB. Par contre, comme il est non transactionnel, on n'a pas de tolérance aux pannes. Attention que ce n'est pas parce qu'il est non transactionnel que de facto, cela implique qu'il n'y a pas de tolérance aux pannes. Il existe des moteurs non transactionnels où il y a de la tolérance aux pannes. On verra après. Mais dans ce cas-ci, voilà. Disons que la probabilité qu'il y ait pas de tolérance aux pannes pour un moteur non transactionnel est élevée. Et ici, c'est le cas. Alors, ce qui ne fait pas non plus, c'est la gestion des clés étrangères. Le petit terme technique, c'est la gestion des contraintes d'intégrité référentielle. Donc en termes de base de données, ça s'appelle comme ça. Pour les intimes, on dit la gestion des clés étrangères. Donc typiquement, imaginez, je reprends des exemples qu'on a vus précédemment. Vous avez une table voiture, une table couleur et une table de jointure entre les deux avec qui permet de faire dire qu'une voiture peut avoir plusieurs couleurs et une couleur peut être appliquée à plusieurs voitures. Si vous supprimez une voiture de votre table voiture, avec la gestion des clés étrangères, le système pourrait automatiquement aller supprimer ces liens avec d'éventuelles couleurs dans la table de jointure voiture couleur. Sans la gestion des clés étrangères, ce mécanisme ne peut pas être mis en place par le moteur de base de données, c'est à vous à le programmer. Donc c'est côté application que ça doit se faire. Ici, avec MyXAM, avec d'autres systèmes, on pourrait le faire automatiquement. Mais ce n'est pas le cas avec MyXAM. Alors, un autre problème de MyXAM, c'est quand vous faites des écritures dans la base de données, ils ne sont pas cassés la tête, ceux qui ont développé MyXAM, ils se sont dit, on va verrouiller toute la table. Donc vous voulez modifier l'adresse mail d'un client, la table est verrouillée, plus personne ne peut écrire. Donc s'il y a un autre client qui veut se rajouter à ce moment-là, il faudra attendre que la modification de mail soit finie avant de pouvoir ajouter le nouveau client dans la table. Donc les écritures dans une même table sont séquentialisées. J'insiste bien dans une même table. Vous pouvez avoir des écritures concurrentes dans des tables différentes, il n'y a pas de souci, mais dans une même table, c'est séquentialisé. Voilà.
Donc il faut être conscient de ça. Je vous ai dit tantôt que MyISAM c'était super rapide pour écrire les données, mais j'ai bien libellé si vous êtes tout seul dans votre coin. Donc un user, très rapide pour l'écriture, des accès concurrents, ouf, là faut faire gaffe. Voilà, donc ça c'est le principe de MyISAM. Alors chez MariaDB, comme c'est un fork de MySQL, donc qui sont barrés d'Oracle, enfin ils sont barrés de l'équipe MySQL quand Oracle a racheté MySQL, ils se sont dit ouais mais MyISAM, comme on vient de le voir, ok c'est bien mais ça appartient à Oracle. Donc on va faire notre propre moteur de stockage équivalent et ils ont fait le moteur ARIA. Pour la petite info, MyISAM, My c'est le prénom de la première fille du gars qui est à la base du code, alors de mémoire, Michael Wydenius, c'est son nom. Et Aria, bah, c'est le prénom de sa deuxième fille. Donc voilà. Alors, comme MyISAM, bah, c'est un moteur non transactionnel. Donc voilà, c'est vu comme un moteur remplaçant des fonctionnalités de MyISAM, sauf qu'il appartient pas à Oracle, celui-là. Il est open source aussi. L'idée, c'est qu'ils ont voulu améliorer un petit peu MyISAM en comblant sa plus grosse lacune, à savoir la tolérance aux pannes. Donc ça reste un moteur non transactionnel, mais cette fois-ci, ils ont ajouté un mécanisme de tolérance aux pannes, au cas où il y aurait une coupure électrique où la machine se coupe, au moment où il y a une écriture sur le disque dur, pour retrouver quand même la base de données dans un état, enfin, pas la base de données, mais les tables dans un état cohérent. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est un peu délicat de parler de performance au niveau du cours ici, parce que déjà c'est quelque chose qui est pas intemporel, hein, donc en fonction des versions, et puis des setups d'installation, des use cases, les performances, c'est difficile de dire, voilà, tiens, Aria est plus rapide que MyISAM, ou pas. Alors, personnellement, pour avoir fait différents tests avec MySQL et MariaDB, ben, il y a un an ou deux d'ici, je vous aurais dit, ouais, Maria, ça dépote quand même mieux que MyISAM. Ok. Et puis là, sur un autre test que j'ai fait il y a genre 2-3 semaines d'ici, là je dirais, ah, MyISAM, ça va un petit peu plus vite qu'Aria. Donc, voilà, c'est très variable, mais ce qu'il faut retenir, ce sont deux outils similaires qui donnent en moyenne des performances assez proches. On a donc tous les mêmes avantages que MyISAM, donc il y a les mêmes fonctionnalités, plus la tolérance aux pannes. Alors, on a donc également les mêmes inconvénients, pas de gestion de la contrainte d'intégrité référentielle, donc les clés étrangères, toujours un verrou au niveau de la table entière, et donc la tolérance aux pannes, c'est une petite chose qui prête à confusion en fait. Ce fameux mécanisme de tolérance aux pannes, c'est une option à régler quand on crée la table, quand on dit tiens je fais ma table, j'utilise le moteur ARIA. On doit spécifier un mode transactionnel, que le mode transactionnel vaut 1. Voilà, donc c'est le mot-clé. Du coup, partant là, il y a un amalgame qui est fait, il y a pas mal de gens qui pensent que ah oui, ben ARIA est un moteur transactionnel. En fait non, ils ont appelé l'option de tolérance aux pannes avec le mot-clé transactionnel. Voilà, ce qui fait que s'il y a un crash pendant qu'il y a une écriture sur la table, ben, l'écriture, comme elle n'est pas complétée, ben, elle est annulée. Il y a un genre de journal de log, mais spécifique pour la table, qui permet de valider ou pas les écritures. Donc ça permet de faire cette tolérance aux pannes. Par contre, si vous voulez démarrer une transaction avec plusieurs requêtes qui accèdent en écriture à différentes tables, là non. S'il y a la deuxième requête crash, la première ne sera pas annulée. Donc c'est pas un moteur transactionnel vis-à-vis de tel qu'on appelle les transactions. C'est uniquement au niveau d'une table toute seule dans son coin. S'il y a une écriture sur une table et que l'écriture ne va pas jusqu'au bout, on reset les données vis-à-vis de cette table, mais pas vis-à-vis de la base de données. Donc ce n'est pas un moteur transactionnel.
Dans l'écosystème MySQL et MariaDB, il y a également un moteur transactionnel qui est très souvent utilisé, c'est le moteur InnoDB. Alors, comme tantôt, vous voyez ici le petit logo Oracle, vous avez compris, c'est le moteur transactionnel de MySQL qui appartient donc à Oracle, mais qui, comme MyXAM, peut également être utilisé avec MariaDB. C'est d'ailleurs le moteur par défaut sur les dernières versions de MySQL et de MariaDB, c'est InnoDB qui est utilisé. Alors, voilà, ça je viens de le dire. Sur les dernières versions, ils ont rajouté l'indexation full text. Alors, j'ai pas testé cette partie-là personnellement en termes de perf. J'avais lu que ça marchait un petit peu moins bien, que c'était un petit peu plus lourd que sur MyXAM et Area. Mais voilà, ça, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes. Mais initialement, il n'y avait pas le full text, donc c'est venu que récemment. Donc, il n'a pas été développé pour ça. Un gros avantage dans le cas où vous avez une activité type OLTP non transactionnelle, c'est que les données se verrouillent au niveau de la ligne et pas la table. Donc si vous modifiez le mail d'un client et qu'il y a une autre requête qui arrive pour ajouter un client dans la même table, les deux vont pouvoir se faire en simultané, il n'y a pas de problème. Donc pour les systèmes où vous avez des transactions concurrentes, InnoDB est quand même intéressant car il verrouille les données uniquement au niveau de la ligne et pas au niveau de la table, contrairement au moteur précédent. Il y a la tolérance aux pannes, ça serait un petit peu honteux pour un moteur transactionnel de ne pas avoir de tolérance aux pannes. Et il y a également la gestion des contraintes d'intégrité référentielle, traduction des clés étrangères. Donc si vous supprimez un véhicule de votre base de données et qu'il était lié à des couleurs par une table de jointure, si vous avez configuré l'option correctement, automatiquement, les lignes dans la table de jointure correspondant au véhicule seront supprimées par le moteur. Vous ne devrez pas le gérer par logiciel, ça sera fait automatiquement. Ou bien, à l'inverse, vous pouvez empêcher la suppression du véhicule s'il était lié à des couleurs. Donc il y a tous des mécanismes comme ça qu'on peut mettre en place qui sont automatiques dans le moteur. Alors, c'est pas toujours une bonne idée, on en parlera plus tard, mais voilà, la fonctionnalité est là, est offerte par InnoDB, contrairement aux deux moteurs précédents. Alors, ça, c'est une option qui est pas connue du tout. D'ailleurs, je ne retrouve plus la source. Il faudra que je recherche. Mais j'ai une bonne mémoire et je suis certain qu'elle est dedans, parce que je me rappelle avoir vu ça. C'est qu'il y a moyen d'utiliser, d'accéder à des données dans InnoDB sans passer par le SQL. Directement en connaissant l'identifiant, faire un appel de fonction à distance pour aller récupérer le tuple correspondant à l'identifiant. Ce qui permet de gagner un certain temps. Mais ici j'ai pas encore eu le temps de vérifier, de retrouver l'info, mais il faudra que je le fasse. Parce que ça peut être intéressant pour certains use cases, ça permet d'accélérer les choses. Et il faut savoir que le moteur diffère un petit peu entre MySQL et MariaDB. Donc à la base, MariaDB, leur idée c'était, ok, InnoDB on le touche pas, on va faire un moteur concurrent qu'ils ont appelé ExtraDB. Et puis Oracle, enfin l'équipe de développeurs Oracle, ils sont quand même un peu plus nombreux que chez MariaDB. Ils ont mis le paquet sur InnoDB et les développeurs de MariaDB n'ont pas pu suivre le rythme. Et donc leur moteur concurrent ExtraDB, pas top quoi, face aux évolutions d'InnoDB. Et donc ils ont un peu abandonné le projet. Et ils ont repris alors le code d'InnoDB qu'ils ont un petit peu adapté à leur serveur MariaDB. Donc c'est pas le même code 100% identique, c'est une version un petit peu modifiée pour MariaDB. Voilà, bon, ça n'a pas un gros impact pour vous, mais à titre informatif, quoi. Et les perfs, je vous dis que c'est un peu délicat de parler de performance, elles sont pas exceptionnelles. C'est ce que j'ai noté ici. En fait, dans certains cas, InnoDB ça va très bien, et dans d'autres cas, pas top. Mais quand je dis pas top, des fois, ça peut être catastrophique par rapport à d'autres systèmes. Donc,
Voilà, il faut faire gaffe. C'est toujours bien un peu de se renseigner en fonction de votre use case, voir si c'est un choix adéquat ou pas. Après avoir vu les trois moteurs conventionnels de MySQL et MariaDB, passons au moteur un peu plus rock'n'roll. Commençons par MyRox, qui est un moteur transactionnel. Ce moteur a été, c'est la version en fait MySQL du moteur RoxDB qui a été développé par Facebook, lui-même inspiré du moteur LevelDB. Alors la particularité de ce moteur, c'est de ne pas utiliser de B-tree, mais d'utiliser un LSM tree pour le stockage des données. Alors le LSM tree, voici une représentation. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord stocker les données dans des petits buffers en RAM. Donc ça, cette zone-là est en RAM. Et une fois qu'ils sont pleins, on va opérer un trifusion, voilà, de plusieurs petits buffers dans un plus gros buffer qu'on va stocker là sur le disque dur. Voilà. Et une fois que le disque dur, une fois qu'on a un nombre suffisant de buffers sur le DD, on va les agréger de nouveau avec une opération de trifusion dans un buffer plus grand. Donc ça, c'est l'idée. Donc on stocke d'abord les données en RAM, et puis après on les agrège sur le support de stockage. Enfin, j'ai mis DD, mais l'idée dans ce cas-ci, ce moteur-là, c'est sur SSD. Alors particularité, c'est que dans les buffers sur disque dur, vous pouvez obtenir plusieurs versions d'une même donnée, et donc à la lecture, il est courant de devoir aller rechercher les informations dans plusieurs endroits. Donc c'est un système qui est prévu pour accélérer les écritures, pas forcément les lectures, et il ne faut pas oublier que de temps en temps, il y a des grosses phases d'écriture qui se passent pour réagréger les données, supprimer les éventuels doublons qu'il pourrait avoir par exemple ici et là d'une même donnée dans la phase de réagrégation. Voilà. Alors, c'est bien un moteur transactionnel parce que quand il écrit les données en RAM, il écrit également ces données dans un journal de log, lui qui est sur le support physique. Donc ce moteur, son objectif c'est de fournir, donc, comme je l'ai dit précédemment, d'accélérer les écritures. Il offre aussi un gros niveau de compression de données, vu qu'il écrit les données dans un seul gros fragment, enfin dans des fragments quand même de taille assez importante. Ça lui permet d'appliquer des compressions assez efficaces. Et donc l'idée, en fait, ce qui a motivé la création de ce moteur par Facebook, c'était de diminuer le nombre de phases d'écriture. C'est pour ça que d'abord les écritures se font d'abord en RAM et ensuite après un certain temps sur le support de stockage. Parce que sur leur serveur ils utilisent assez bien les SSD et comme vous le savez les SSD ont une durée de vie, enfin un cycle d'écriture qui est limité, donc une durée de vie limitée d'un point de vue nombre d'écritures. D'où l'intérêt de ce système, ça se permettait de les garder plus longtemps. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients qui vont avec. Donc le système est plutôt lent pour les recherches. Quand la base de données est utilisée, est exploitée, vous ne pouvez pas en modifier sa structure, donc pas de DLL à chaud, pas d'alter table et de trucs comme ça. Pas de gestion des clés étrangères, pas d'indexation full text. La réplication, il y a certaines limitations, parce que les journaux de log utilisés sont des journaux qui ne savent pas être réutilisés en réplication. Alors la réplication, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de par exemple avoir un serveur master sur lequel bon, toutes les connexions arrivent et la base se met à jour, et un deuxième serveur qui serait un slave qui lui se synchronise sur le master pour avoir une copie de la base de données. Ainsi, si le master tombe, le slave prend le relais. Et c'est normalement on continue à fonctionner. Et donc ça se base souvent les réplications sur les journaux de log, on le verra un petit peu plus tard. Les logs de RoxDB sont pas prévus pour ça, quoi. Donc voilà, pour les réplications c'est pas le top. Alors pour la petite histoire, donc c'est bien important, j'insiste sur le fait que c'est fait pour les SSD. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est pas avec un disque dur classique, ça pourrait fonctionner, oui ça fonctionne, mais il faut pas oublier qu'un SSD, bon, c'est vrai, il offre des débits plus élevés que du disque dur conventionnel,
Mais bon, c'est pas les gigaoctets par seconde que certains SSD procurent qui font vraiment la différence à l'utilisation. Parce que stocker une chaîne de caractères de 10 kilooctets, que vous ayez 500 mégaoctets secondes ou 10 gigaoctets secondes, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, la grosse différence par rapport à un disque dur classique, c'est que sur un SSD, vous avez des latences de l'ordre d'un dixième de milliseconde, tandis que sur un disque dur classique, un temps d'accès, c'est de l'ordre de 10 milli. Donc il y a un facteur 100 sur des latences pour l'accès aux données. Et donc un logiciel qui est prévu pour exploiter les SSD, généralement, ils vont pas faire gaffe au nombre d'accès disques qui vont être opérés afin d'accéder à certaines données. Tandis que sur les serveurs de base de données qui à la base sont prévus pour les disques durs conventionnels, ils ont bien vérifié que pour le moteur de stockage, ils ont prévu le coup pour avoir que les données soient le plus proches possible les unes des autres afin de minimiser le nombre d'accès disques. Ce qui n'est pas le cas avec les SSD. Du coup, si vous installez un Myrox sur disque dur conventionnel, les algorithmes utilisés sur SSD vont peut-être faire par exemple, je sais pas moi, une dizaine d'accès disques pour pouvoir accéder à la zone d'écriture d'une donnée. Dans le cas d'un SSD, 10 fois un dixième de milliseconde, ça fait une milliseconde. Dans le cas d'un disque dur classique, 10 accès disques, 10 fois 10 milli, on est à 100 millisecondes. 100 millisecondes pour une donnée. Imaginez que vous en avez 10 000, ça fait 1000 secondes. Quoi. Donc 1000 secondes d'attente, ça fait quand même beaucoup. Tandis qu'avec votre SSD, ça fait à peine 10 secondes. Donc voilà, c'est fait pour les SSD. Ça explique aussi, bon je suis complètement hors du cadre du cours, mais ça explique aussi pourquoi vous avez un Windows 10 avec tous les logiciels à jour, vous tapez ça sur une machine avec un disque dur conventionnel, donc un portable avec un disque dur basique qui n'a pas d'SSD, même si c'est un Core i9 tout le bordel, c'est un gros veau quoi. C'est parce que les logiciels actuels, ils s'embêtent plus à penser en termes de minimiser le nombre d'accès disques pour accéder à quelque chose, parce que maintenant on part du principe que tout le monde a des SSD. Donc c'est clairement, à l'heure actuelle, un ordinateur sans SSD, c'est devenu assez invivable. Donc, ceci a des explications. Alors pour petite anecdote, avec un étudiant, on avait essayé un système un peu similaire, mais c'est pas sur MySQL, donc un système de SQL prévu uniquement pour SSD. On l'avait fait tourner sur disque dur classique pour voir un petit peu ce que ça donnait. Les disques, ils ont pété dans l'heure. Donc voilà, c'est pas très conseillé d'utiliser ça sur disque conventionnel. C'est vraiment fait pour SSD. Alors contrairement à Myrox, qui était un moteur qui est possible d'utiliser avec MySQL et MariaDB, le Column Store ici c'est spécifique à MariaDB. Et donc pour le transactionnel, leur moteur phare, initialement c'était XtraDB mais qu'ils ont abandonné, et donc ils ont leur version d'InnoDB. Par contre pour l'analytics, MyXAM c'est bien, mais ça reste performant que quand votre base de données est stockable que sur une seule machine. Dès qu'on veut répartir tout, faire des requêtes réparties sur plusieurs serveurs, ça devient plus compliqué. Et pour ça, ils ont fait un autre système. En fait, à la base, c'est InfiniDB qu'ils ont racheté puis qu'ils ont remodifié et qu'ils ont appelé Column Store. Et donc, c'est un système vraiment dédié à l'analytics. Donc, comme c'est de l'analytics, les transactions, ils s'en foutent un peu. Donc, c'est pas un moteur transactionnel, c'est dédié à l'ELAP. Et comme son nom l'indique, c'est un moteur orienté colonne. Et donc qui va découper les données en colonnes. Donc on va pas avoir les données vont pas être stockées tuple par tuple, mais vont être stockées colonne par colonne. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'améliorer la compression, les capacités de compression, la compacité des données. Prenez un exemple. Si vous stockez tous les mails dans une même zone de stockage, l'algorithme de compression va être plus efficace puisque dans cette même zone de stockage, vous voulez avoir un paquet de @gmail.com, @hotmail.bidule et ainsi de suite. Tandis que si vous avez dans une zone de stockage, vous stockez les mails, les adresses, les téléphones, sur une même page système, vous n'aurez pas une même efficacité de la compression. Donc ça, c'est déjà un avantage. Oui, la compression est activée nativement avec ce système-là, c'est vraiment fait pour.
Ce système a pour objectif d'accélérer les requêtes de lecture. Mais quand je dis d'accélérer les requêtes de lecture, je vous montrerai un exemple un petit peu après, mais c'est surtout quand il y a vraiment beaucoup de données, quoi, quand on est sur plusieurs machines. Alors, par contre, le fait de découper les données en colonnes, donc de stocker colonne par colonne, l'inconvénient, c'est que pour les écritures, c'est plus problématique. On prenait l'exemple, je vous y citais juste avant, en parlant de Myrox, que si pour une écriture, il faut faire plusieurs phases de latence disque, ça ralentit tout. Ici, comme on découpe les tuples en colonnes, point de vue zone de stockage, c'est à chaque fois des latences, des endroits différents, on doit se balader sur le disque dur pour écrire les données, et du coup, ça ralentit toutes les phases d'écriture. C'est beaucoup plus lent en écriture qu'un système... un système conventionnel. Alors oui, quand je disais aussi précédemment que ça accélère les lectures, c'est aussi parce que le système, contrairement à la majorité des moteurs de base de données, ici, le multithreading est géré pour une requête isolée. Donc, je m'exprime. Vous prenez un PostgreSQL, un SQL Server ou peu importe, ou même un MySQL avec InnoDB ou MariaDB, vous avez une requête select star from client where le mail égale quelque chose. Voilà, il y a un thread qui va se lancer sur votre machine, qui va parcourir les données, trouver l'info et vous la renvoyer. Ici, avec le Columster, ça va pas se passer comme ça. Votre CPU va fonctionner plein pot. Voilà, tous les threads il y a plusieurs threads qui vont être lancés et chaque thread devra refaire la recherche dans un sous-ensemble des données qui concernent votre requête, quoi. Donc, c'est un peu plus moderne comme façon de faire que les autres systèmes. Alors, c'est rendu possible par certains aspects du moteur, mais on verra ça juste après. Et donc le principe de ce moteur, c'est vraiment pour faire pour stocker des bases de données qui sont réparties sur plusieurs nœuds, donc sur plusieurs machines. Donc en plus de découper les données en colonnes, ce système va découper horizontalement les tables et mettre des fragments de tables sur différents nœuds. Et de cette façon, une requête de recherche sera dispatchée sur les différents nœuds qui appliqueront cette recherche sur leurs données à eux. Et en plus, chaque nœud pourra faire du multithreading pour accélérer la requête où chaque thread aura accès à un ensemble de données distincts. Voilà, c'est l'idée du column store. Et une autre spécificité, c'est que pas besoin d'index. L'idée, c'est qu'on va se passer d'index. Comme ça, on ralentit pas trop les écritures, parce que c'est déjà assez bien ralenti. Et en plus, l'avantage de se passer d'index, c'est la compacité. Donc voilà, les index, ça prend de la place. Donc la base de données que vous avez utilisée dans les exercices de SQL, donc c'est la base de données du benchmark TPCH. Si on prend une version avec 1 gigaoctet de données, vous rajoutez les index des clés primaires et des clés étrangères, on passe à 1 giga 5 d'espace consommé. Donc 50% d'espace pour une dizaine de tables juste avec les clés primaires et clés étrangères. On ne parlera pas d'index type numéro de client, email, téléphone, etc. C'est quand même pas rien la place que prennent les index. Et donc le column store était vraiment développé dans un souci de compacité de données. C'est pas que les données sont compressées, et pour ce faire, ils ont désactivé au maximum les index. Alors, comment rechercher des données rapidement sans index? Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Alors, avant de parler c'est comment rechercher rapidement sans index, voyons un petit peu les bénéfices d'un stockage orienté aux colonnes, parce que ok, on a parlé de la compression qui peut être plus efficace, mais ça a aussi un autre avantage, c'est quand vous voulez rechercher des données. Donc imaginons, vous avez ici un stockage classique, donc on a une table, voilà, où les données sont orientées tuples, ligne par ligne. Et voilà, Kumiko, elle nous demande, tiens,
qui a le numéro de téléphone, 065, machin, tout ça. Ok. Alors, comment le système va faire? Et ce numéro de téléphone n'est pas indexé. Ok, il n'est pas indexé, donc le système il va faire ceci. Il va rechercher sur le premier numéro de téléphone, c'est pas celui-là, puis le deuxième, c'est pas celui-là, puis le troisième, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il va le trouver. Et on va partir du principe qu'il n'y a qu'une personne qui a ce numéro de téléphone. Et bien, chaque ligne bleue, c'est un déplacement d'une adresse à une autre. Un déplacement d'une adresse à une autre, que ce soit en RAM ou en disque dur ou en SSD, ça provoque une certaine latence. Alors, si c'est en RAM, c'est pas colossal. En plus, si c'est dans le cache du CPU, c'est encore moins dramatique. Là, on s'en fiche, la latence, elle est négligeable. Mais sur un SSD, bon, on parle d'un dixième de milli, ça va. Sur un disque dur, 10 millisecondes, ça commence à chiffrer. Donc, chaque flèche bleue que vous avez là, c'est 10 millisecondes. Hein. Si c'est sur un disque dur classique, les données sont pas dans le cache, sont nulle part. C'est à froid. Si vous avez du bol en plus, c'est au minimum 10 milli chaque flèche que vous avez là. Alors, si on recommence l'opération avec une orientation en colonne, donc côte à côte, on aura bien les données. Alors c'est vrai qu'ici, c'est un peu bizarre la manière de visualiser ça, mais l'idée c'est que si on regarde la ligne ici, votre support de stockage, il travaille ligne par ligne. Hein. Donc on a bien côte à côte les noms des personnes. Ensuite, une fois que les noms sont finis, côte à côte on aura les prénoms, puis côte à côte on aura les téléphones, et ainsi de suite. Donc on a un stockage en orientation colonne. Pour la recherche téléphonique, le système, il va du coup aller directement sur la colonne téléphone puisqu'il sait où débutent les colonnes et il ne va pas courir que les téléphones. Et au quatrième, il saura que ça correspond à Alice Pink. Et donc vous voyez ici, on a plus que 4 flèches à la place de 7 si je compte bien plus haut. Et en plus, quand les données sont côte à côte, je vais prendre une petite couleur pour qu'on voit ça bien. Donc quand les données sont côte à côte, il y a les systèmes de prefetching qui interviennent, que ce soit en RAM, disque dur, etc. Ou quand vous accédez, votre processeur demande d'accéder cette donnée-là, par défaut, votre RAM, elle va déjà vous renvoyer le reste, quoi. Donc normalement, ces latences-là sont négligeables, les latences que vous avez entre les données, vu qu'on ne saute pas des données. Donc la seule grosse latence complète que vous avez sur le système, c'est l'accès à la colonne. Après, les données, elles arrivent à la queue leu. Donc c'est beaucoup plus efficace quand vous devez comme ça balayer une plage de valeurs, de stocker les données par colonne que par ligne. Bon, maintenant, si les téléphones avaient été indexés, le gain était complètement estompé, mais dans le cas d'une recherche sans index, c'est clairement beaucoup plus efficace de faire une recherche par colonne. Enfin, de faire une recherche en ayant stocké les données dans une orientation colonne. En plus d'orienter les données en colonne sur le support de stockage, le système se passe au maximum d'index. Mais comment arrive-t-il à faire des recherches rapides en se passant d'index? Parce que, ok, on a vu précédemment les téléphones, sur l'exemple avec les téléphones, sans index. Si on comparait un stockage classique où il n'y avait pas d'index, c'était rapide. Mais si on indexait les téléphones sur un stockage classique, comment est-ce que le column store arrive sans index, avec l'orientation colonne, à performer correctement? Eh ben, c'est parce qu'il découpe les données en fragments. Donc vous avez ici un exemple où on a donc les données sont stockées en colonnes, mais on a également un sharding horizontal qui fait qu'on découpe en fragments les tables. Et en début de chaque morceau, MariaDB stocke, le column store stocke les propriétés statistiques du fragment. Donc vous avez sur ce fragment-ci la date minimum que le fragment contient et la date max. Alors à quoi ça va servir? Imaginez la requête suivante où nous voulons calculer la somme des différents montants de la table en question pour la date du 20 juin 2018. Alors le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas lire toutes les données,
il va lire que ce petit en-tête. Il va dire, tiens, le 20 juin, c'est pas ici dedans, le 20 juin, c'est pas là. Ah, là, il est dedans, ok. Et puis seulement après, il ira lire les données dans le fragment, et il trouvera la date du 20 du 6, et il trouvera alors les montants correspondants, il pourra faire l'addition. C'est efficace pour vraiment tout ce qui est recherche par date. Bah, souvent, en analytics, il est fréquent de regarder sur des plages temporelles. Voilà, quand vous faites de la compta, les chiffres d'il y a 5 ans, souvent vous en foutez, hein, vous faites vos chiffres actuels. Et souvent, les données sont naturellement triées. Donc quand vous faites vous prenez la compta, justement la facturation par exemple, dans votre table, l'ordre d'insertion des données se fera souvent par date. Et donc c'est une colonne que, sans index, elle sera naturellement indexée, cette colonne. Dans une base de données classique, vous êtes obligé de mettre un index pour retrouver les documents par date pour accélérer la recherche, alors qu'avec ce système-là, avec le column store et ces petites en-têtes au niveau des fragments, il trouvera assez rapidement, sans devoir balayer toutes les plages de valeurs, il trouvera les dates. Ça ne marche pas correctement quand ce sont des données qui ne sont naturellement pas triées. Donc si vous recherchez toutes les factures de 11 €, là il faudra sûrement parcourir une grosse quantité de données. Dans mon exemple ici avec les 11 € que je viens de citer, là ici potentiellement c'est dedans, ok, là c'est pas dedans, et ici c'est dedans. Donc il faudra quand même lire plus de données qu'avec mon exemple par date. Voilà, donc pas besoin de maintenir un index en plus des données, c'est pour ça que ça fait une certaine compacité. Et alors, ce qui se passe aussi, ce qui accélère encore la chose, c'est que j'ai dit tantôt qu'il y avait du multithreading qui était géré, les fragments vont être lus en parallèle. Donc chaque thread va lire son fragment. Donc il y aura le thread 1 ici, le thread 2 là et le thread 3 là, ils vont lire ça en simultané. Donc chacun aura son fragment. Maintenant, si les données sont pas triées, donc ça dépend de la distribution des données, donc dans le pire cas, il faudra quand même se taper la lecture de toutes les données. Voilà, c'est probabiliste comme système. On réussit pas à tous les coups. Dernier calque de ce sous-chapitre, on passe vite en revue d'autres petits moteurs de stockage. À titre informatif, ça n'a pas grande importance, mais question de culture générale. Donc d'abord, je vous avais dit tantôt que MariaDB, ils avaient voulu faire leur version d'InnoDB, c'était XtraDB, mais ils n'ont pas su suivre le rythme, et donc c'est devenu obsolète. Enfin, il est toujours accessible, vous savez toujours l'installer, mais voilà, ça n'a pas suivi le rythme par rapport à InnoDB. Alors, il y a TokuDB, je vous avais dit tantôt que InnoDB, dans certains cas, les performances peuvent être un peu laborieuses. Et donc, il y a une entreprise qui est Percona, qui fait des versions modifiées de MySQL, qui ont fait une version modifiée, enfin leur propre moteur de stockage, qui est TokuDB. L'idée, c'est d'augmenter les perfs par rapport à InnoDB. En tout cas, en mono-user, perso, j'ai pas trouvé que ça allait mieux. Maintenant, peut-être que sur un parc de serveurs, peut-être que ça va plus vite, mais je n'ai pas l'expérience pour vous dire si ça va vraiment mieux ou pas. Et d'ailleurs, Percona, ils ont repris également le développement d'XtraDB en cours, mais bon, bref, c'est pas important. Donc, TokuDB, c'est une version en théorie autoproclamée plus performante qu'InnoDB. Voilà, à tester, je vais dire. Ça dépend sûrement du use case. Par contre, ça c'est intéressant, c'est Spider, donc c'est un moteur de stockage qui permet de faire le sharding horizontal. Donc vous mettez un serveur maître, vous dites ok, ma BD c'est du Spider, alors, le serveur va stocker le schéma de la BD, et puis vous avez d'autres serveurs en dessous qui eux vont avoir qu'une partie des données, qui vont utiliser l'InnoDB classique conventionnel, et le Spider, lui, va rediriger donc les données, donc du serveur maître, il va rediriger les données vers vos différents nœuds, qui eux seront avec du MariaDB conventionnel. Donc on a vu un petit calque là-dessus quand on parlait, quand on a parlé du partitionnement dans les sous-chapitres précédents.
Alors il y a le moteur archive. Le but c'est de faire une compacité des données extrême. Donc voilà, vous avez des tables archives. Le but c'est d'écrire les données dedans. Rarement y accéder en lecture, du coup tout est compressé, et d'interdire tout update ou delete. Update ou delete, c'est l'idée de l'archivage. On a également Connect, ça peut être assez intéressant. L'idée c'est de pouvoir accéder à des données comme si c'était des tables, mais pour des données qui n'en sont pas. Et donc vous faites un schéma avec le moteur Connect, mais derrière se cache un accès via ODBC, JDBC ou des fichiers Excel ou un truc comme ça. Vous accédez à une source de données qui n'est pas dans votre serveur de base de données, mais vous y accédez avec du SQL conventionnel. C'est ça l'idée. Donc ça permet de faire des architectures un petit peu olé olé, ça peut être sympa. Alors ça, bon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a moyen de faire des tables qui sont stockées sous forme de fichiers CSV. On parlera pas de perf d'index et de trucs comme ça, mais voilà. Si vous voulez faire si vous voulez faire du MariaDB ou du MySQL en ayant une approche Access, ça peut être sympa, mais voilà. Donc sachez que ça existe. Par contre, pour l'import, ça peut être intéressant, mais il y a d'autres choses qui existent. Et alors, aussi pour la petite histoire, il y a le format Black Hole qui est proposé nativement. Donc c'est un moteur de stockage qui stocke rien. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un trou noir. Tout ce que vous insérez dedans, c'est pas stocké. C'est utilisé pour faire des tests, tester des requêtes ou tester des systèmes de logs, parce que les logs sont activés. Et donc ça permet de rejouer des logs, voir si tout se passe, mais sans faire cravacher les disques en écrivant les données réellement, par exemple, ou bien voilà, c'est plus pour du test, quoi. Et alors, un autre truc qui est ça va, ça vient, des fois c'est obsolète, puis ça revient, c'est le moteur Sphinx SE. C'est utilisé comme passerelle vers des serveurs d'indexation Sphinx, où l'idée c'est de rajouter toutes des fonctionnalités de recherche avancées. Donc c'est pour faire un moteur de recherche d'information de votre serveur de base de données, typiquement avec le support de la racinisation. Donc voilà, vous faites une recherche avec le mot travail, il va pas forcément rechercher tout ce qui est travail, il va rechercher tout ce qui est travaillé, tout ce qui est travaux, tout ce que voilà, donc les conjugaisons, tout ça, la racine des mots, c'est rajouter ces fonctionnalités là. Donc maintenant il y a d'autres systèmes qui permettent de faire ça, indépendants dans ce cas du serveur, comme Elasticsearch et Solar, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pour ajouter cette fonctionnalité. Voilà, ceci termine ce sous-chapitre assez conséquent, peu de calque mais beaucoup de blabla, sur les moteurs de stockage de l'écosystème SQL et MariaDB, et différents des aspects techniques qu'on a vus ici. Vous pouvez les retrouver sous d'autres formes en tant que plugin ou option, avec des systèmes comme SQL Server ou Oracle. Mais voilà, ici ça permettait de voir ces différents principes dans l'univers open source.